Le tableau est présenté avec ce poème de Zacharie Astruc. Quand lasse de songer Olympia s'éveille, le printemps au bras du doux messager noir, c'est l'esclave à la nuit amoureuse pareille, qui vient fleurir le jour délicieux à voir, l'auguste jeune fille en qui la flamme veille. Et voilà le commentaire d'un critique. Quel vers, quel tableau, Olympia s'éveille, lasse de songer. La nuit était mauvaise, c'est évident. Une insomnie panachée de coliques a troublé la sérénité. Il y a deux messagers noirs, un chat qui par une circonstance malheureuse a été aplati entre deux tampons de fer, et une négresse qui n'a rien de pareil à la nuit amoureuse, si ce n'est un bouquet acheté chez le fleuriste du coin et dont monsieur Arthur a fait les frais. Ce qui m'en apprend très long sur Olympia, Arthur est certainement dans l'antichambre, elle attend le client. Alors il y avait de nombreux sobriquets. Vous aviez les Laurettes, et puis vous aviez les Olympias, Laurettes étant une catégorie, elles avaient des sobriquets, Olympia, Flore, Aspasie, Lucrèce, Delphine, Thalie, Sidonie et l'inévitable Virginie. Il se trouve que l'activité prostitutionnelle, c'est-à-dire le vice, était mis sous tutelle depuis le Code Napoléon. En 1802, elles ont l'obligation sanitaire de la visite médicale. Et en 1804, elles sont encadrées dans ce qu'on appelle des maisons closes. On les enferme. La principale préoccupation quant à l'activité professionnelle n'était pas tellement d'ordre moral. Elle était d'ordre sanitaire et les hygiénistes vont se pencher sur la question. Et un hygiéniste et médecin, le docteur Parent du Châtelet, va créer cette première anthologie dans la première partie du XIXe siècle. Or, au départ, c'était un spécialiste des égouts. Il va passer de l'égout d'immondice à l'égout séminal, c'est-à-dire à la prostituée. Les voici peintes par Toulouse-Lautrec à la visite médicale dans la maison de passe, c'est-à-dire dans le bordel, qui était considéré comme un acte bien plus odieux qu'une passe parmi d'autres. J'en profite pour rappeler quelques chiffres. Le mal vénérien, la plupart de nos artistes sont atteints. Gauguin, entre autres, Manet aussi, il va en mourir. Les chiffres sont étonnants. On pense qu'on a 1 million de contaminés de syphilitiques autour de 1900 à Paris. Si vous avez l'occasion de relire Le monde d'hier de Stefan Zweig, il parle de 2 jeunes sur 10 enrôlés au service militaire, c'est-à-dire très jeunes, 2 jeunes sur 10 atteints de syphilis. Vous imaginez ce que ça donne à 40 ans, après 20 ans de plus de pratiques sexuelles. Il rappelle aussi qu'à Vienne, une maison sur 7 avait une plaque de médecins qui parlaient de maladies de peau et de maladies vénériennes, c'est-à-dire des spécialistes de l'acné syphilitique, entre autres choses. Ces femmes étaient donc sous un contrôle et on les disait les femmes soumises. Elles étaient donc dans des tôles, les maisons closes. Et elles avaient 2 possibilités. Elles étaient alors dites encartées, c'est-à-dire elles avaient une carte et elles pouvaient dans ce cas ne pas dépendre d'une maison close. Elles étaient dehors avec l'interdiction de racolage, mais cette carte leur rappelait et leur détaillait leurs obligations, en particulier en matière sanitaire. Elles devaient aller faire leur visite à Saint-Lazare. Celles qui étaient en numéro, on les disait en numéro parce qu'elles étaient inscrites au registre des tenancières des maisons closes, c'est-à-dire des bordels. Lorsqu'elles ne répondaient pas à ces conditions, elles étaient condamnées. Et voici une représentation des filles au dépôt qui ont l'air profondément ennuyées, encadrées par les sœurs Marie-Joseph, qui n'étaient peut-être pas les mieux placées pour encadrer la prostitution des insoumises, parce que celles que l'on trouvait ainsi dans les rues et qui n'étaient pas enregistrées, qui n'étaient ni en cadre ni en numéro, on les appelait les insoumises. Elles étaient ramenées et forcées à passer leur visite médicale à Saint-Lazare ou emprisonnées dans cette prison de femmes. Le nombre des maisons closes est en pleine chute. Voici une maison close, la rue des Moulins, où Lautrec a plus ou moins élu
résidence, avec ce rouge dominant des intérieurs et la chevelure rougeoyante et fauve qu'on appréciait particulièrement à l'époque. Le nombre des maisons closes pourtant est en chute libre. On en compte en 1843 235. Or, autour des années 1900, il n'y en a plus que 60. Tout va bien. Le nombre des prostituées en 1860 autour, il y en a un peu plus de 1900. 10 ans après, 1200. Encore une fois, pourquoi parler de Nouvelle-Babylone? Il semble que la police des mœurs ait bien fait son travail. Ici, vous avez celui qu'on surnommait le père la pudeur, donc vous reconnaissez le profil dans ce tableau de Lautrec au Moulin Rouge. Et le voici à nouveau dans cette autre affiche du Moulin Rouge, il est là à gauche. Que faisait la police des mœurs? Elle était là pour contrôler la prostitution et être certaine que celles qui se prostituent étaient bien ce qu'on appelait les soumises, sous le contrôle d'une maison close ou encartée. Le problème est que la police des mœurs était contrôlée par un certain nombre de membres qui étaient eux-mêmes corrompus et probablement proxénètes, ce qui fait que dans les années qu'on appelle de l'ordre moral, on assistera à la dissolution de la police des mœurs. Mais il y avait des raisons à cette police des mœurs, c'est-à-dire au contrôle de la clandestinité. Parce que si la voie officielle contrôlée est en voie d'extinction, le nombre de ce qu'on appelait les insoumises est en forte croissance, c'est une explosion. Entre les années 70 et 80, la police, elle, dit qu'il y a 30 000 prostituées, soumises ou insoumises, c'est-à-dire celles qu'on contrôle et celles qui sont clandestines. Un certain Ducamp, lui, parle de 120 000. Alors, vous avez dit, un problème de comptabilité, 30 000, 120 000, la fourchette est quand même très élastique. En fait, parce qu'on n'arrive pas à savoir où commence et où s'arrête la prostitution. Entre 1870 et 1900, on pense qu'il y avait 155 000 soumises et 750 000 insoumises. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente. C'est un habitant sur Paris sur 4 qui consomme de la prostituée et c'est 40 000 passes par jour. Alors, quand j'ai vu ce chiffre, je me suis dit, c'est pas possible, 40 000 passes par jour. Mais si vous faites les comptes en proportion de la proportion, si vous faites les comptes, en proportion de la population parisienne, ça finit par avoir du sens. Alors, jetons un coup d'œil sur cette géographie parisienne. Vous aviez les petites lorettes. La richesse du vocable en matière de prostitution au 19e est extraordinaire. Vous aviez les lorettes, donc, dans le quartier de Notre-Dame de Lorette. Vous aviez celles qu'on appelait les fenestrières parce qu'elles racolaient à la fenêtre de leur garni. Vous aviez les soupeuses, celles qui allaient voir les soupeuses de l'Américain dans les brasseries et qui, à l'heure de la soupe, leur donnaient un petit peu plus de chaleur. Vous aviez la casinette, quelque chose comme ça, c'était celle qui était au bal, qui drainait le client au bal du casino. Vous avez la boulevardière qui traînait sur les boulevards. Vous aviez l'étudiante plus au sud, dans le quartier de la Sorbonne, qui est spécialiste des étudiants. Vous aviez la verseuse. Alors la verseuse n'apparaît, dit-on, qu'en 1867. En 1867, c'est l'exposition universelle à Paris et s'ouvre ce qu'on appelle les brasseries et des brasseries à femmes montantes. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit que rien ne vaut qu'une charmante verseuse en lieu d'un garçon bien planté. Et ces verseuses, de temps en temps, vous offraient un acte polisson, une petite galanterie, dans une chambre garnie à l'étage, mais parfois dans l'arrière-cour, au mieux jeté sur un matelas peu ragoûtant. Vous aviez également donc ces verseuses, vous aviez celles qui étaient spécialistes des militaires et qui travaillaient sur les remparts, donc la rempardeuse. Et puis au bois de Boulogne, vous aviez la dame du lac, c'est charmant, celle qui était au bord du lac, et celle au nord, la boulonneuse. Donc quand on dit en français que c'est une sacrée boulonneuse, je ne suis pas sûre de l'origine du terme. Toutes ces femmes sont susceptibles, à un moment ou un autre, d'aller rechercher l'avantage financier de l'amour vénal. Vous avez ce tableau de Dagnan-Bouvray qui voit se retourner deux hommes qui semblent être des étudiants sur cette blanchisseuse. Alors, j'ai choisi de vous montrer plutôt
la version, peut-être un dessin préparatoire, la version encre et graphite sur papier de 79, parce que d'une part, ça n'est plus un étudiant, mais un bourgeois qui se retourne avec l'air intéressé. Faut-il penser qu'il se retourne sur cette jeune femme parce qu'elle a cet air mélancolique, triste, exténué, ou simplement parce qu'il s'est dit « Ah, j'ai une petite chance ». Il y a un créneau. Si vous regardez La demoiselle de magasin de James Tissot, vous avez une vendeuse, une boutiquière qui vous ouvre la porte, prête à vous remettre les emplettes. On parle d'une clientèle bourgeoise. D'abord face au luxe des rubans, mais parce que le cocher l'attend et les 2 chevaux sont ici, tirant un fiacre probablement ou un cabriolet, plus chic encore. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe ici. Ce monsieur au binocle qui semble reluquer l'intérieur. A-t-il l'intention de faire les achats de rubans et corsets pour sa femme? J'en doute. Par contre, il y a ici une métaphore de ses désirs licencieux. Regardez ce buste, ce corps à corps avec cet homme. Or, le dessin nous permet un glissement. Ce buste est exactement celui de cette femme qui tient la porte ouverte. Et puis, peut-être de celui-ci que nous voyons de 3/4. Elle lui jette un coup d'œil. On ne saura jamais, dit-elle oui, dit-elle non. Toutes les possibilités sont ouvertes. Vous avez ensuite cette peinture de Renoir, Les parapluies, qu'il commence en 1881, mais ne termine qu'en 85-86. Vous aviez au départ presque une scène de famille avec cette mère bien vêtue, avec ce sourire de bienveillance à l'égard de cette petite fille et de la sœur aînée probablement. Mais en 85, il rajoute ce couple, cette femme qui soulève son jupon, c'est logique. Il pleut, elle évite la flaque. Mais regardez la proximité et l'intérêt de l'homme derrière, un étudiant, un bourgeois, s'adressant à cette boutiquière, ce trottin. Là encore, il y a possibilité de rendez-vous clandestin. James Tissot, La demoiselle d'honneur ou Le voyageur. Vous avez une femme bien mise qui n'est que la demoiselle d'honneur, qu'admire ses boutiquières, alors que le jeune garçon l'a eue. Trop de proximité ici et d'intimité, si ce n'est par la distance créée par la tridimensionnalité, c'est-à-dire l'espace qui sépare ces visages, il n'empêche que l'intimité ici est trop forte. D'autant que pour des raisons que je ne saurais reconnaître, il est en train d'enlever son gant. Pourquoi donc? Forte ambiguïté. Et puis là, on va se lancer dans la série des Jambéreau, l'attente, la prostitution sur le boulevard. Vous avez ici des femmes qui sont donc ces boulevardières, qui sont ces grisettes qui attendent le rendez-vous. Très souvent, elles se laisseront conquérir pour faire oublier la transaction vénale et pécuniaire au profit d'une certaine réussite d'une conquête du client qui payera toutefois. Voici donc la proposition, encore une fois ici. Et si vous regardez celle-ci, elle est en train de regarder de droite, de gauche. Le bourgeois s'est arrêté au milieu de la route. Je ne pense pas qu'il ait envie de se faire suicider. Il s'est arrêté pourquoi? Elle regarde, cherche-t-elle le client? Je vous rappelle l'interdiction de racolage. Donc il faut qu'elle soit discrète. Toujours par Jambéreau, celle-ci relève son jupon. Quelle horreur! Une femme ne montre ni ses talons et encore moins ses mollets. Quant à son déshabillé, jamais. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, peut-être que s'il y avait une flaque, on relève le jupon, mais il n'y a pas de parapluie ici, il n'y a pas de flaque. Alors pourquoi redresse-t-elle son jupon? D'ailleurs, cette bourgeoise ici qui a sorti les binocles n'a pas l'air tout à fait d'accord. Elle la regarde offusquée. Puis là, il y a un homme qui salue, celui-ci salue probablement le militaire, mais ces 3 hommes ici sont de potentiels clients, là encore. Toujours audacieuse, pas point de pluie, Boldini peint cette fleuriste ou ce trottin qui nous montre ses jupons. Ici, une modiste encore, un trottin. Le jupon, encore une fois, est dehors et il n'y a pas de parapluie pour autant. Le bourgeois la regarde, elle est voilée et pourtant peut-être dévergondée. Le rouge, elle est fardée. Le rouge sur ses lèvres en pleine journée, choc. Et vous avez un commentateur de l'époque qui nous dit les choses suivantes.
Est-il possible que l'art de se farder s'infiltre de la rue Bréda, c'est-à-dire le quartier des prostituées, jusque dans les intérieurs honorables de la bourgeoisie? On est choqué. Et alors, je ne peux m'empêcher de vous rappeler qu'en 1770, d'accord, c'est presque un siècle avant, les femmes qui se fardaient, qui mettaient des petits talons et montraient leurs jupons, étaient accusées et condamnées pour sorcellerie en Angleterre. Alors, les années ont passé. La bourgeoise peut se farder, mais très très légèrement et certainement pas de cette manière-là, sur les Champs-Élysées, en pleine journée, et la voilette cachant le tout. C'est une version que je vous ai montrée en noir et blanc, n'ayant de bonnes définitions avec le tableau en couleur, mais elle est vêtue de rouge. Or le rouge, comme ce rouge sur les lèvres et le rouge de la robe, est l'attribut de la prostituée que vous retrouvez ici avec Jean-Louis Forain, une clandestine qui racole ou qui cherche client. On a la fameuse phrase de Dumas qui date de 1867. « Nous sommes sur la voie d'une prostitution universelle. Mon Dieu, quelle horreur !» Et un certain Janel qui écrit de la prostitution. Voilà ce qu'il écrit. « Les prostituées non inscrites, c'est-à-dire les insoumises, fortent à Paris la majorité du personnel de la prostitution. » C'est les chiffres que je viens de vous donner. Elles sont partout, dans les cafés-concerts, les théâtres, les bals. On les rencontre dans les établissements publics, les gares de chemin de fer et même en wagon. Vous imaginez en wagon ce que ça peut donner. Il y en a sur toutes les promenades, aux devantures des terrasses de café. Jusqu'à une heure avancée de la nuit, elles circulent nombreuses sur les plus beaux boulevards, au grand scandale du public qui les prend pour des prostituées inscrites. Donc elles sont partout. Et puis, on a une autre catégorie, c'est celle de la grande cocotte, de la demi-mondaine, qui était une pièce en 5 actes de Dumas, qu'on appelle aussi la grande horizontale, la lionne, c'est-à-dire la grande courtisane. Celle-ci, c'est Nana, peinte par Manet et qui sera reprise ensuite, le fameux Nana de Zola. Alors on ne sait pas si le nom de Nana vient du roman écrit quelques années après ou au contraire si c'est Zola qui a repris le titre de Nana. Vous avez une jeune femme ici qui est modelée sur les traits d'une certaine Henriette Hauser qui était la cocotte, la courtisane attribuée du prince Guillaume d'Orange. Ce qui m'intéresse ici, c'est le regard du bourgeois. Regardez, il est en train de la reluquer. Or, je vous rappelle les règles de l'amour conjugal. Il est ce qu'on appelle conventuel. Il remonte aux règles du couvent. Alors, vous imaginez ce que ça peut donner. La femme, l'épouse dans un couple bourgeois, n'a pas accès à son corps. Elle ne connaît pas son corps. Comment on appelle, le miroir en pied n'existe pas encore, sinon chez les prostituées, dans les bordels. Elle ne connaît pas son corps, elle se lave par petits bouts, dit-on alors, et ne se touche jamais. Elle n'a aucune conscience de sa propre anatomie. Les bidets sont réservés, bien évidemment, aux prostituées. L'homme, l'époux, ne voit jamais sa femme se farder, encore moins en déshabillé. Là, il s'en donne à cœur joie. Petit rappel, si vous avez ouvert de vieilles armoires et que vous tombez sur les chemises de nuit de l'époux et de l'épouse, même pendant le rapport sexuel, l'attouchement est impossible. Vous aviez juste une petite ouverture pour permettre le rapport sexuel et donc la procréation, couverte si possible de broderie. Donc on est loin de ce regard. Vous imaginez, quand il rentre à la maison, on est en plein grand écart. James Tissot se fait un spécialiste, entre autres, de peindre ces grandes cocottes, ces grandes mondaines. La voici, jeune et jolie, richement attifée, accompagnée d'un homme avec ce qu'on appelait alors les favoris, blanchis, avec un certain écart d'âge. C'est l'époque des grandes courtisanes, je pense à la Paiva parmi d'autres, qui, autant qu'une grande prostituée qui sait profiter financièrement de son corps, c'est une femme qui se mariera très bien, qui va récupérer un titre de noblesse et qui aura un capital immobilier avec parmi les plus grands hôtels particuliers de Paris. Même chose pour Sarah Bernhardt. Vous avez les petites cocottes qui sont, les petites prostituées qui sont les danseuses, les petites actrices, puis vous avez les grandes. Sarah Bernhardt, quand elle se fait construire son hôtel particulier dans le 17e, a recours à des passes, là aussi clandestines.
La voilà, cette superbe femme de James Tissot, dans Le Bal, toujours le même écart d'âge avec cette femme superbe, une cocotte de luxe. Et puis celle qui m'intéresse le plus, c'est l'ambitieuse. Ce qui m'intéresse, c'est non plus le couple que je viens de vous définir, c'est le regard, sa jacasse à droite. Et puis celui-là, il a l'air, là encore, épaté avec son binocle. Et puis la position de cette femme, il ne s'agit en aucun cas d'une posture d'une épouse conjugale. On sort au bal avec ses conquêtes, même s'il s'agit de femmes entretenues, parce qu'elles sont un signe de prestige, un signe de richesse et un signe de virilité. Elles sont donc partout. Et Maxime Ducamp écrit « Ces nouvelles courtisanes crétinisent la haute bourgeoisie » et Flaubert d'ajouter en 70 « Tout est faux, fausse politique, fausse littérature, faux crédit et fausse courtisane ». Alors la fausse courtisane, on l'a bien évidemment avec notre Olympia ici. Et je parlerai d'une Olympia, je vous ai parlé tout à l'heure d'un clivage philosophique. Eh bien, elle est à la fois mondaine, à la fois pierreuse, elle rend compte de ce clivage social et sexuel du bourgeois qui est écartelé, et là je paraphrase Michel Foucault, écartelé entre une sexualité conjugale limitée à la procréation et une sexualité extra-conjugale polissonne, pour ne pas en dire plus. Ce que j'appellerais cette fois un clivage social et sexuel. Donc le troisième point sur Olympia. On va utiliser l'instrument psychanalytique pour dévoiler non pas ses charmes qui ont déjà été dévoilés, mais sa puissance. C'est son regard qui m'intéresse. Elle est en train de vous fixer du regard à supposer que vous soyez un spectateur masculin. Or, le nu ne fixe pas. Regardez ses yeux, elle vous regarde droit dans les yeux. Or, je vous disais traditionnellement, le nu ne fixe pas. Celui-ci regarde à gauche, une Vénus Anadyomède d'Ingres. Celui-ci regarde dans l'autre sens, mais a priori, elle est prise d'un certain strabisme. Elle n'a pas conscience d'être vue. Et, autre exemple, la baigneuse de Valpinçon, encore moins encore. En d'autres termes, elle est l'objet de notre regard, mais n'a pas conscience d'être vue. Moi, spectateur, si possible masculin, je suis sujet, elle est l'objet de mon regard, je répète, c'est-à-dire elle est objectivée par mon regard. Ici, c'est l'inverse qui se produit. Vous avez une femme campée sur son sofa, la tête haute, qui vous regarde, c'est-à-dire qu'elle est sujet et moi, spectateur masculin, je suis l'objet de son regard. Je suis objectifié, c'est-à-dire pétrifié. J'ai perdu ma puissance de sujet. Dans l'histoire mythique, et en particulier dans l'histoire psychanalytique, il y a un texte posthume de Freud qui date des années 20 et qui est publié dans les années 40, qui s'appelle « La tête de Méduse ». Le regard pétrifiant, il a un nom et vous le connaissez, c'est celle d'une des 3 sœurs Gorgones qui s'appelle Méduse. Souvenez-vous, quiconque croisait son regard était pétrifié. On le retrouve dans la production hollywoodienne aujourd'hui. Persée eut l'intelligence d'utiliser un miroir et, regardant ce miroir, put lui trancher la tête. Cette tête fut coupée, décollée, et vous la retrouvez dans la littérature peinte, dans les dessins depuis la Renaissance en particulier. Voici la tête de Méduse d'un certain Calandrucci et plus connue, celle de Caravaggio. La tête coupée conserve son pouvoir pétrifiant. Elle est sur le bouclier de Persée et il peut toujours l'utiliser. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Olympia a récupéré ce pouvoir de pétrifier, c'est-à-dire de rendre objet le spectateur masculin qui la regarde. Elle a pris conscience, elle est puissante, elle est sujet, elle a inversé le rapport traditionnel entre le mâle, l'homme, et la femelle, c'est-à-dire cette odalisque qui n'avait pas conscience d'être vue.
Il y a peut-être plus encore, c'est cette main. Je vous dis tout à l'heure que contrairement à la Vénus d'Urbino de Titien, cette main est posée fermement sur son sexe. Excusez-moi, non, ça ne peut pas être sur son sexe. Je me souviens maintenant de cette phrase de l'aumônier, le nu ne cache rien car il n'y a rien à cacher. Alors s'il cache quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose à cacher. Je vous rappelle qu'on considère le sexe féminin comme une absence de sexe. Donc si elle cache quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose, donc un phallus. C'est cette femme qui a récupéré le pouvoir. Je vous rappelle que le phallus n'est pas le sexe masculin en soi, c'est le pouvoir, c'est l'autorité en termes psychanalytiques et freudiens. Donc elle a récupéré le pouvoir de son corps. C'est une femme autoritaire, c'est une femme puissante. Petit détail, l'éclairage avait beaucoup gêné de ce tableau. Au lieu de venir de l'intérieur, il est extérieur au tableau. Elle a une lumière qui lui arrive de manière frontale. En d'autres termes, elle a récupéré le pouvoir de son corps qu'elle expose au public. Elle cache son sexe. Vous payerez si vous voulez. Elle a récupéré toute la puissance de l'amour vénal. Puis il y a peut-être autre chose. Je vous ai dit, elle cache. Normalement, il n'y a rien. Le sexe féminin est invisible. Alors, pas tout à fait. Dans tous les mythes antiques, vous avez ce qu'on appelle le vagina dentada. C'est ce vagin muni de dents qui était un vagin castrateur. Cette femme est phallique. Cette femme est une puissance castratrice. Elle a recouvré la puissance de son corps. Elle s'appelle Olympia. Olympia, c'est aussi le nom de celle qu'on appelait la papesse Olympia, qui était la belle-sœur, je ne sais pas si elle était la maîtresse d'un certain pape Innocent X, et il dépendait à tel point d'elle dans toutes ses décisions que c'est elle qu'on appelait la papesse, et plus Innocent X. Et il se trouve qu'un certain Étienne de l'Écluse en 1843 écrit un roman historique sur Olympia, qui est republié en 1862, c'est-à-dire un an avant que ce tableau soit peint. Donc cette Olympia, cette grande courtisane, était un prototype de femme puissante, de papesse. Je dirais alors que la polarité traditionnelle sujet-objet a été inversée et avec elle la traditionnelle soumission du féminin à l'autorité et au désir masculin, culbuté entre autres termes. Il est question ici de la castration du pouvoir féminin et de la puissance du féminin. Alors, pour conclure sur ce tableau, je vous ai parlé d'un clivage philosophique, c'est-à-dire d'un mensonge, nous faire passer des nues voluptueuses pour des œuvres académiques, des abstractions mathématiques. 2. Je vous ai montré qu'à travers ce clivage, c'était le clivage du bourgeois et de sa sexualité qui s'exposait. Je vous montre maintenant pire encore, c'est cette inversion de la polarité traditionnelle et du rapport homme-femme, c'est-à-dire la soumission du féminin au masculin. On comprend maintenant pourquoi je vous ai dit au départ que la critique était impotente et médusée par cette femme phallique et castratrice. On aura terminé sur Olympia, qui était donc une des grandes œuvres majeures du début de carrière de Manet, et on va s'attaquer à son œuvre testament, qui est le bar aux Folies Bergères. Je vous rappelle qu'il est handicapé lorsqu'il peint, excusez-moi, j'ai oublié un petit détail, là voici la naissance du petit ébéniste. Elle est masculine, elle est accompagnée d'un chat dont la queue dressée est apparemment très phallique.